Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Let's get him! Oh, you don't like that! You don't like NBA basketball! Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast consacré à la NBA. La semaine dernière, nous avons fait le point sur la conférence Est. Je vous invite évidemment à aller checker ça si vous l'avez manqué. Aujourd'hui, c'est au tour donc de la conférence Ouest. Nous sommes ensemble pour environ 20 minutes et merci d'avoir choisi la fine équipe. Avec nous aujourd'hui, trois chroniqueurs, Johan Lemaire, Elliot Salmon et Hugo Martin. Bonjour messieurs. Salut les gars. Salut à tous. Salut Bastien. Salut les gars. Au menu, les équipes top et flop de cette conférence Ouest. Ensuite, on va faire un point sur quelques joueurs au cas par cas, là aussi les tops, les flops, mais également nos joueurs surprises. Et nous terminerons avec les rookies. Chaque chroniqueur a choisi de mettre un jeune en avant. C'est parti. On commence avec un petit point au classement. Nous sommes globalement là aussi à la 36e journée à cause du Covid. Utah est en tête de cette conférence Ouest, suivi des Suns, et les Lakers, champions en titre, complètent ce podium. Tout en bas de ce classement, on retrouve Sacramento 13e et Houston 14e. Enfin, les Timberwolves sont derniers de la conférence. Messieurs, c'est à vous. On commence avec les équipes en forme cette saison. Johan, à toi l'honneur. Tu vas nous parler d'Utah, leader de la conférence avec 27 victoires et seulement 9 défaites. Les coéquipiers de Rudy Gobert sont pour l'instant la meilleure équipe de la ligue. Ouais, quelle surprise. Quelle surprise. C'est vraiment la surprise de ce début de saison. Personne ne les attendait à ce niveau. On les avait quittés l'année dernière avec une élimination prématurée au premier tour alors qu'ils menaient 3-1 face aux Nuggets et ils perdent 4-3. Les tensions entre Mitchell et Gobert, on ne savait pas ce que ça allait donner. La dernière saison, Gobert il est prolongé. Contrat Max, Mitchell aussi. Donc vraiment, la franchise a choisi de se reposer sur ces deux joueurs, deux franchises. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix. Hein. Il y a un collectif très très fort. Genre vraiment, Bogdanovic, Ingles, Clarkson en sortie de banc qui est monstrueux. Même Mike Conley, ça y est, là, il est bien intégré. Personne ne ressort, on ne peut même pas dire. Parce que par exemple, Mitchell, il n'est absolument pas dans la course au MVP. Alors que c'est le premier bilan. Souvent, le premier bilan, il y a un mec qui ressort, MVP. Non, Mitchell, il n'est absolument pas dans la course MVP. Les mecs, ils rentrent 17 tirs à 3 points tous les soirs. Voilà, au moins, c'est carré. Et puis, il y a un truc qui se dégage. Et attention, parce que moi, je vais parler d'un truc, là, c'est un peu envers et contre tous. On a eu l'épisode du choix du All-Star Game, là, avec LeBron, qui chie un peu sur Rudy Gobert. Pour le dire clairement, hein, je prends de la taille, et il prend Domantas Sabonis qui fait 30 cm de moins que Rudy Gobert. Rudy Gobert et Donovan Mitchell qui sont choisis en dernier. Moi, à mon avis, ils vont s'en servir pour se motiver. Et attention, ça peut piquer à mon avis. Après, à voir ce que ça va donner en play-off, parce qu'on sait que des fois, enfin souvent même, ça choque. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais... Ouais. Surtout, en plus, parlant du All-Star Game, c'est la seule équipe depuis cette nuit à avoir 3 All-Stars, puisque Mike Conley a été sélectionné à la place de Devin Booker qui est blessé. Bon, après Mike Conley, sa sélection, c'est un petit peu, je pense, plus une récompense pour sa carrière qu'une récompense pour la saison, mais quand même, c'est la seule équipe avec 3 All-Stars. Et effectivement, ouais. Et puis non, Mitchell, Gobert, ils sont toujours aussi forts. Et non, Jordan Clarkson, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Le mec est incroyable. En sortie de banc, t'as Mitchell sur le terrain, les mecs ils se disent tiens on va le sortir, on va le reposer, boum, Clarkson. Non, c'est infernal pour les autres équipes. Ouais, c'est vrai, très belle régulière d'Utah. Bon, on promet la conférence Ouest, c'est sûr, un collectif qui marche super bien. Quinn Snyder à la baguette qui fait un super taf, ça aussi il faut souligner quand même. C'est vrai. Gobert toujours là pour le tour de contrôle dans la raquette. Donovan Mitchell qui fait sa saison. Après, je pense pas qu'il fait non plus une saison de MVP, hein, faut pas pousser mémé dans les orties. Mais Jordan Clarkson, par contre, lui, on a un vrai sixième homme en sortie de banc. Ensuite, ouais, petit mot là sur le Utah bashing. Bon, on va dire que ça fait partie du jeu. Hein, c'est une petite pique comme ça. C'est rien de méchant, c'est plus du trash talking. Mais voilà, après, bon, j'ai un petit doute quand même sur les capacités d'Utah à vraiment performer en playoff. J'espère qu'ils me feront mentir, mais bon, voilà. Ouais. Merci messieurs. Donc, on poursuit dans l'ordre du classement. Les Suns sont actuellement dauphin des Jazz et avec 24 victoires et 11 défaites. Et donc c'est toi Elliot qui a choisi de les placer dans ton top. Ouais, les Suns sont très forts. Voilà, l'année dernière, ils n'ont pas réussi à aller en playoff malgré une bulle extraordinaire, mais ça n'avait pas suffi parce qu'ils étaient vraiment trop mauvais avant. Là, cette année, ils sont repartis sur les mêmes bases. Ils ont récupéré en plus Chris Paul, ce qui est vraiment pas indéniable parce qu'on parle quand même peut-être
du meilleur meneur gestionnaire des 10 dernières années. Enfin, c'est vraiment pour entourer une équipe de jeunes comme ça, c'est vraiment le joueur qu'il fallait. On parle beaucoup de Booker qui est évidemment incroyable offensivement, c'est très très fort. Mais il faut savoir aussi que c'est une équipe qui est très très homogène. Ils sont 7 joueurs à plus de 10 points de moyenne. Donc c'est aussi noter l'apport de tout le monde. On va en reparler plus tard, mais ils ont en plus de la bonne défense. C'est pas la spécialité de Booker, mais Chris Paul est un gros défenseur. Michael Bridges est un très gros défenseur. DeAndre Ayton fait aussi le taf. Donc les Suns ils sont super bons, c'est bien coaché, il y a de la bonne rotation. Jake Crowder qui est arrivé cette année, il apporte aussi des bonnes choses, il n'a pas besoin du ballon pour briller, mais il brille quand même. Cameron Johnson c'est pareil. Donc non, franchement une belle équipe de Phoenix qui fait plaisir, en plus c'est sympa à voir jouer. Donc voilà, on a les Suns enfin au niveau que Devin Booker mérite. Ouais, c'est clair. Moi, super content pour Devin Booker qu'il soit enfin reconnu à sa juste valeur, qu'il ait une équipe qui gagne des victoires. Super taf, tu l'as dit aussi, de Michael Bridges et Jay Crowder. Vraiment, ça. Tu vois, à la limite, on parlait d'Utah en playoff. Je pense qu'une équipe comme les Suns, ça va être beaucoup plus chiant à jouer parce que t'as un joueur expérimenté, t'as un vrai joueur qui joue au niveau All-Star, les limites MVP, si on veut, pour Devin Booker. On a des vrais role-players autour avec même Dario Saric, Jay Crowder, Michael Bridges qui font vraiment le taf pour une belle équipe pour la gratter. Ouais, je suis d'accord avec vous. Le board a fait comment on appelle ça? Ouais, si le board. Ouais, le board a fait un excellent taf parce qu'on voit le recrutement. Jay Crowder, le mec, je pense qu'il y avait au moins 20 franchises sur lui. Hein. C'est un mec que tout le monde veut. C'est vraiment un super mec qui rentre ses 3 points, qui défend. Chris Paul, t'as tout dit, le mec est juste trop fort. Hein. Le mec, clutch, quand il faut du clutch, il y a monsieur. Et pour entourer une équipe de gosses comme ça, c'est nickel. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais ça se fait très plaisir à voir. Merci Elliot. Troisième et dernière équipe donc top de cette conférence Ouest. Hugo, tu as choisi de nous parler de Golden State. Et pourtant les Warriors ne sont que 9e avec 19 victoires et 18 défaites. Alors pourquoi ce choix? Que 9e, mais avec quand même une équipe assez limitée. Hein. Quand on pense aux Warriors des dernières années, c'était Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant. Aujourd'hui, il reste qui? Il reste Steph Curry et Draymond Green. Klay Thompson n'est pas là. Steph Curry, il a pris tout le monde sur ses épaules. Il a dit, les gars, je vous amène tous. Draymond Green qui fait un super taf. Qui est toujours là pour faciliter le jeu, filer les ballons, encadrer un peu les jeunes. Ouais, tu l'as dit, ils sont 9e de l'Ouest. Déjà, bilan positif à l'Ouest, c'est pas une mince affaire. 19-18, 4e meilleure défense. Ça, on sait qu'ils peuvent serrer la vis en playoff, mais souvent en saison régulière, c'était un peu tout pour l'attaque. Là, donc vraiment, ça montre qu'ils ont peut-être un peu changé de style de jeu aussi. Ils ont su s'adapter. C'était compliqué au début. Hein. J'ai en tête un match contre Milwaukee, le premier ou le deuxième de l'opening night. Vous avez pris une sale rouste. On se dit, oulala, ça va être compliqué pour les Warriors. Ils vont repartir comme l'année dernière en finissant bon dernier de l'Ouest. Finalement, ils se sont bien repris. Donc bravo à cette équipe et bravo au chef Curry quoi. Ouais, pas grand chose à dire. Je voudrais souligner Kelly Oubre. On a beaucoup tapé sur Kelly Oubre en début de saison. Et moi je trouve qu'il s'est bien repris. On va parler de Kelly Oubre. Ouais, c'est vrai. On va en reparler. Moi, il s'est beaucoup repris. Même Andrew. Andrew Wiggins, aussi qui. Faut pas s'attendre d'Andrew Wiggins que ça soit un leader. C'est pas le joueur qu'on attendait quand il a été drafté. Mais il ressemble à un joueur des Warriors, donc c'est pas le mec le plus brillant, mais bon, il fait le taf. On pourrait espérer mieux, mais c'est pas non plus déconnant, quoi. Et je crois que Wiseman, on va en reparler, mais très impressionné aussi. Ok, merci messieurs. Donc c'est au tour maintenant des mauvais élèves. Nous avons sélectionné là aussi 3 équipes, les Pelicans, Houston et Denver. On va commencer avec les Rockets. Avant-dernier de cette conférence Ouest, la franchise de Houston affiche un bilan de 11 victoires et 23 défaites, orphelin de James Harden parti pour Brooklyn. La saison des Rockets c'est bien délicate et c'est toi Elliot. Ouais, les Rockets, c'est bien dégueulasse cette année. Franchement, c'est horrible à voir jouer, il y a rien. Le problème c'est que ils ont perdu James Harden, donc forcément ça leur a fait du mal parce que c'était un petit peu sur lui, c'était clairement sur lui que reposait tout le jeu, hein. C'était très simple, c'était James Harden et 4 plots. Maintenant que le seul joueur qui joue au basket de l'équipe est parti, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, ils ont récupéré John Wall, mais malheureusement pour eux, c'est plus le John Wall de Washington avant ses blessures. Même s'il fait quand même des bonnes choses et il montre qu'il peut quand même encore jouer au basket, mais c'est plus le John Wall d'avant. Oladipo, c'est pareil, il s'est jamais vraiment remis de sa blessure. Il y a pas grand chose en fait à dire, hein. Un des joueurs les plus satisfaisants de l'équipe, c'est Jason Tate. C'est dire, c'est pas, ils avaient des Marcus Cousins, il n'est déjà plus là.
Christian Wood, ouais, mais qui est peut-être la seule satisfaction de l'équipe, qui fait une belle saison, mais qui est blessé. Donc c'est pour ça qu'ils sont 14e et ça a été annoncé il y a pas longtemps, James Harden va avoir son numéro 13 retiré chez les Rockets et en son honneur, avant le All-Star Break, les Rockets viennent de perdre 13 matchs de suite. Je trouve que c'est un bel hommage. Non, franchement, ils sont vraiment pourris. Donc là, ça va être parti pour la reconstruction parce qu'ils ont leur leader, c'est Wall et Oladipo qui sont des joueurs qui ne sont jamais revenus de blessure. Donc, il faudra construire surtout autour de Christian Wood et ça va être bon courage aux fans des Rockets, enfin ceux qui sont encore là, qui sont pas partis avec Harden avec les Nets. Et ouais, bon courage à eux, ça va être compliqué. Ouais, parce que là, pour reconstruire, il va en falloir du temps. Hein. Ouais, parce c'est clair que là, je vois pas trop là. Ah bah c'est violent, hein. Tu passes d'une année où tu avais quand même 2 MVP, Westbrook, Harden, tu les perds, t'as plus ton coach, on va dire, qui t'a porté sur les dernières années, Mike D'Antoni, tu perds ton GM qui part chez Philadelphie, mince son nom, je l'ai plus là. Ah mince, bon, Daryl Morey. on saura de qui je parle. Daryl Morey, c'est ça. Tu récupères les restes d'Oladipo et les restes de John Wall. Je pense que tu vas essayer de traiter ça vite et pour repartir avec, ouais, tu l'as dit, Josh Tate, PJ Tucker aussi devrait se barrer, Josh Tate et Christian Wood et voilà quoi. De manière, je crois que Oladipo a dit qu'il voulait partir. Hein. Donc voilà. C'est clair. Ça doit être la bonne ambiance à Houston, du côté Houston qui va démarrer. Ah oui. On va parler maintenant des Pelicans, donc la franchise de la Nouvelle-Orléans est 11e avec 15 victoires et 21 défaites. Johan, comment tu peux expliquer ce début de saison pas terrible? Là aussi, c'est pas fou là. C'est aussi dégueulasse à voir. Hein. Genre ils sont 11e, mais c'est vraiment pas brillant. Bon alors il y a le monde. C'est la deuxième saison, mais le mec est lancé. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que là il réalise une saison. Ça fait peur, hein, vraiment. Le mec il peut te prendre une équipe à lui tout seul des fois et faire n'importe quoi. Mais autour de lui, ça tâtonne. Hein. Ingram, je suis un peu déçu là. La saison dernière, All-Star, là je le trouve moins fort. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Mais je sais pas, là ça manque clairement de spacing à Steven Adams. C'est bien, mais voilà, je suis déçu par le jeu proposé de la part de Stan Van Gundy. Alors c'est pas un grand coach, hein, je m'attendais pas à des miracles, mais là vraiment déçu. Je crois qu'ils sont à 26e défense, 116 points encaissés de moyenne tous les soirs. C'est une opération porte ouverte, hein. Vraiment. Là, allez-y, prenez des pivots là, parce que là ça marque. Hein. Compliqué d'espérer mieux qu'une 11e place. J'espère que avec Zion, il y a des raisons d'espérer, mais il va falloir que le supporting cast autour se mette Bledsoe, quoi. Bledsoe, le mec, oh là là, moi j'en parle même pas, mais il fait rien, ou alors il fait de la merde. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi je suis vraiment déçu. Ouais, je trouve que le recrutement, il n'a pas été fait de manière intelligente. Je vois pas l'intérêt d'avoir amené Steven Adams là-dedans. Genre, t'as quand même un sacré bestiau avec Zion. C'est quoi le but là? C'est de tuer les adversaires avec Steven Adams. Vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que Zion, il arrive à surnager un peu dans cette saison. Bon, c'est pas évident, c'est quand même le mec. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis 30 ans, quoi. Donc, même peut-être qu'on n'a jamais vu. Aussi déçu de la saison d'Ingram, mais je pense que ça vient plus du fait que maintenant il a Zion, donc il est un peu obligé de partager la balle. Donc forcément, il a moins de usage rate, comme on dit, donc il a moins de ballons, moins de capacité de scorer, mais qui fait quand même une belle saison. Il fait une honnête saison. Mais après, autour des deux, là, Steven Adams, bon, il n'apporte pas grand-chose. Bledsoe, tu l'as dit, il est pas génial. Lonzo Ball, des fois, il a des fulgurances, mais bon, ça reste Lonzo Ball, quoi. Donc, c'est pas le bon ball, quoi. Ouais, voilà, un peu déçu. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire ça. En fait, Lonzo Ball, c'est malheureux pour lui, mais bon, son frère en 36 matchs a prouvé plus que lui en 4 saisons, donc c'est compliqué. Là, on voit qu'il est moins bon que son frère, c'est indéniable. JJ Redick aussi, qui reste un bon joueur, mais bon, qui a quand même 36 piges et c'est plus le joueur qu'on avait à Philly. Ouais, voilà, là, je vois la tête de Johan, il avait complètement oublié qu'il était là. C'est vrai. Les Pelicans, c'est un peu pénible à avoir joué. Et autre chose que j'aimerais rajouter sur les Pels, ils avaient gâché, je pense que le mot gâché est bon, un premier tour l'année dernière sur Jackson Hayes, qui est vraiment un gros joueur de merde. C'est incroyable. Jackson Hayes, physiquement, il est très impressionnant, mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais quand t'as une pissage à la place du cerveau, franchement, il a aucune intelligence de jeu. C'est juste un mec avec des capacités physiques, mais qui fait n'importe quoi sur le terrain. Donc voilà, le problème c'est qu'ils ont Ingram et Williamson qui sont jeunes et qui vont prouver
et qui vont faire des belles choses, je pense, à l'avenir. Donc ça peut être une bonne base, mais il va falloir les entourer. Je pouvais pas dire mieux. Merci messieurs, on termine les flops avec toi Hugo, donc tu as choisi de nous parler de Denver Nuggets. L'équipe de Nikola Jokic affiche un bilan de 21 victoires pour 15 défaites et se classe 6ème de la conférence, et pourtant tu les as mis dans tes flops. Donc, pourquoi? Ouais, alors on va se dire, le mec est bizarre, il met en top une équipe 9ème et en flop une équipe 6ème. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est extrêmement Mais chelou. je vais expliquer, c'est pas un flop à proprement parler, mais c'est une équipe qui me déçoit. Dans le sens où, quand même, l'année dernière, ils font des super playoffs. Je veux dire, t'as Jamal, Michael Jordan Murray qui se prend pour Michael Jordan, qui est là cette saison. Il faut une petite saison régulière, 6ème, mais bon, ils sont en tongue, quoi. Jokic, il s'amuse avec tous les pivots de la ligue, il leur fait danser la Macarena tous les soirs. Et à côté de ça, Jamal Murray qui fait du Jamal Murray, c'est-à-dire un jour j'ai envie de mettre 50 points et un autre jour j'ai envie d'en mettre que 15, quoi. Donc on connaît Jamal Murray, on va pas refaire le personnage. Et voilà, donc les 2 dernières saisons, quand même, ils avaient fini 2ème, 3ème. Ils avaient fait des grosses régulières, mais après ils avaient été un peu courts en play-off. Peut-être que cette année, ils vont être tranquillement pour la saison régulière, pour ensuite monter en puissance sur les play-offs. C'est ce que je leur souhaite. Michael Porter Jr. aussi, qui avait montré des belles choses dans la bulle et pendant les playoffs, qui a peut-être un peu de mal à passer la seconde, à voir la 3ème. Bon, il n'y a rien d'affolant chez les Nuggets, mais quand même, attention à pas non plus être trop en dilettante, parce qu'à l'ouest, ça peut aller vite. Ouais, justement, Michael Porter, là, il était blessé, je crois, un peu. Il est revenu, là. Il fait des bons trucs. Et puis, lui, c'est un vrai bon joueur. Quand il va revenir, tu vas voir que les Nuggets, ça va monter en puissance, à mon avis, parce que ce sera vraiment le 3ème gros joueur de l'équipe. Et après, on a parlé à l'Est de Jeremy Grant. À voir si ça va pas leur manquer en playoff. Parce qu'on voit que c'est un vrai bon joueur. Bon, là-bas, il foutait pas 20 points, hein, parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Mais attention, ça pourrait leur manquer. Ouais, je suis pas trop inquiet personnellement pour les Nuggets. Moi non plus. En fait, c'est comme tu le disais, Hugo, hein, ils sont en tongue. Ils ont pas besoin d'en faire plus. Et Jokic, Jokic, il est trop fort, donc il a pas forcément besoin de faire d'efforts. On va en reparler, mais les mecs, je pense que les mecs se reposent pour les playoffs et ils vont se réveiller. Jamal Murray, s'il nous refait les playoffs de l'année dernière avec un Jokic à plein pot, ça va être. En plus, s'ils sont 6ème et qu'ils sont pas dans le top 4, les mecs de devant, ils ont pas envie de tomber contre eux. Hein. Donc ça va être une équipe relou à jouer. Ça va être une équipe chiante à jouer, donc on va voir. Mais imaginons, on se retrouve sur un premier tour Clippers Nuggets, et on va encore parler des Clippers qui choquent. Le retour de Parpempi. Donc non, je pense qu'il y a pas manière à s'inquiéter pour les Nuggets. Merci messieurs, passons tout de suite donc à notre seconde thématique. On a parlé plus globalement des équipes, cette fois on va parler donc des joueurs au cas par cas. Chacun d'entre vous a sélectionné un joueur top, un flop, un joueur surprise et également un rookie sur lequel on reviendra en toute fin de ce podcast. On commence avec toi, Johan. Quels sont tes joueurs? Alors, moi, mon joueur top, t'es Nikola Jokic. Encore un mec qui est dans la discussion à 3 lettres, MVP. Par où on commence? Le mec, c'est un grand malade mental. Alors, je sais pas s'il est à fond. De manière, j'ai l'impression qu'il sera fait. Il est jamais à fond. Il est là, il est sur le terrain, il est pépère. Il joue comme il veut. Mais bon, il fait de l'autre pivot, il en fait ce qu'il veut. C'est vraiment un régal de pouvoir avoir joué un tel joueur. Le mec, je rappelle quand même qu'il a été drafté en 41e choix. Voilà. Le pif des mecs, c'est un joueur altruiste qui se fait plaisir et qui aime faire plaisir. 27 points, donc plus 8 points par la saison dernière, 57% au tir, 41 à 3 points, 11 rebonds, quasiment 9 passes. Donc le mec est presque en triple-double de moyenne. Voilà. Donc on disait que les Nuggets étaient 6e. Alors imaginez, ils arrivent 3 4e. Monsieur Nikola Jokic, ça va vraiment taper à la porte du MVP là aussi. Parce que le mec, il fait ce qu'il veut. Voilà. Un pur joueur. Après, en surprise, j'ai pris Michael Bridges, le joueur des Suns. Alors, c'est pas un mec qui va faire des stats. Bon, je les ai là sous les yeux. C'est 13 points, plus de 50% au tir, 42% à 3 points, 5 rebonds, 2 passes. C'est très honnête. Il est à plus de 5 matchs à 20 points. Mais c'est vraiment... on l'attendait pas. C'est vraiment... c'est le collectif des Suns comment on expliqué, qui vraiment se montre cette saison. C'est vraiment... Il est en train de devenir une menace supplémentaire dans l'attaque des Suns. Et ça peut vraiment faire mal. Parce qu'on le voyait comme un 3&D et c'est vraiment en train de devenir plus que ça. Et alors vraiment, on parlait de la défense des Suns, mais alors lui, en défense, dès qu'il y a quelqu'un en ville, n'importe qui. Moi, je me rappelle d'un match face à Tatum, il l'a, mais complètement éteint.
Tatum, il doit faire un 30% au tir et encore. Vraiment, c'est un monstre en défense. Et en playoff, ça va beaucoup servir aux Suns. Et en flop, j'ai pris Ricky Rubio parce qu'on n'a pas encore parlé des. On n'a pas encore parlé des Bulls, mais bon. Je sais même pas. Alors le pauvre, il va se prendre une balle perdue, hein, mais c'est vraiment une équipe dégueulasse. Voilà. Là, on parlait des PLs ou du truc, mais alors eux, c'est vraiment pire. Rubio, il réalise sa pire saison statistique à NBA. 8 points, 39% au tir, 30 à 3 points. Il n'y a pas D'Lo, il n'y a pas D'Angelo Russell qui est blessé. Moi, je pensais que c'est lui qui allait prendre les règles de l'équipe en tant qu'ancien. Et il n'y avait pas Towns aussi blessé. Alors là, c'est vrai que pas D'Lo ou pas Towns, ça fait pas grand chose sur le terrain. Il y a Malik Beasley et Anthony Edwards. Mais moi, je pensais qu'il allait prendre un peu la main et pas du tout. Pas du tout. J'ai des possessions en tête là où il fait n'importe quoi. Il prend pas les shoots, il veut faire des passes. Je parle même pas de défense parce que pas besoin d'en parler. Mais non, c'est pas un bon apport et je m'attendais à mieux. La saison dernière, je l'avais trouvé pas mal avec les Suns et là, non, je suis vraiment déçu. Merci Johan. Elliot, c'est à toi. Donc tu vas nous parler de Kelly Oubre, Gary Trent Jr., mais surtout de ton idole, il me semble, Stephen Curry. Non, c'est pas mon idole. Comme beaucoup de ça, je suis fan des Warriors, mais j'adore hein, évidemment Stephen Curry, mais c'est pas mon joueur préféré des Warriors. Ça reste Klay Thompson. Tu me manques, Klay. Reviens vite. Non, mais ouais, je vais parler de Steph Curry. Avant la saison, il a passé une saison blessé à la main. Et donc avant la saison, quand je regardais des rankings faits par les Américains sur qui est le meilleur meneur de la ligue, Stephen Curry, il était pas dans les tops. Hein. Il y avait Kyrie, il y avait Luka Doncic devant lui, Damian Lillard évidemment. Mais Stephen Curry était un petit peu oublié et là il est revenu, il a remis l'église au centre du village quoi. Le mec il est trop fort, c'est le chef. Et je pense qu'on avait en un an avec la saison dégueulasse des Warriors, personne ne regardait les matchs des Warriors et on avait en fait complètement oublié que le mec, voilà pourquoi il est 2 fois MVP et qu'il a gagné autant de bagues. Le gars, enfin c'est un monstre. Là, j'ai ses stats sous les yeux. Il a 29 points, 5 rebonds, 6 passes, qui sont des stats de carrière, sauf les 29 points où il est largement au-dessus. Il est quand même à 41% au shoot, 41% à 3 points, 93% au lancer franc. Il est quasiment en 50-40-90 et il fait gagner son équipe. C'est un vrai leader. C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais il est sur les interceptions. Il est chiant. Steph Curry, voilà, c'est le chef. Lui aussi pourrait, si les Warriors avaient un meilleur bilan, être dans la discussion pour le MVP. Voilà, après je pense qu'il s'en tape. Il a déjà été 2 fois, ça l'intéresse pas. À mon avis, là, il est là pour gagner d'autres bagues. Ça va être compliqué cette année parce qu'il manque quand même Klay Thompson et qui porte un petit peu l'équipe sur ses épaules. Mais franchement, chapeau d'avoir remontré à tout le monde qui c'était le patron, quoi. Ensuite, pour la bonne surprise, bonne surprise, ouais, c'est ça. Je vais parler de Gary Trent Jr. Gary Trent Jr., c'est pas le joueur le plus connu des Blazers. Il est un petit peu en étant arrière, un petit peu dans l'ombre de Lillard et de McCollum. Mais McCollum, après un super début de saison, s'est blessé cette année. Et du coup, c'est Gary Trent Jr. qui a pris les rênes. Alors, niveau stats, il a 15 points, 2 rebonds, 1 passe et demie, 40% à 3 points. C'est pas des stats incroyables, mais son apport sur le jeu, il est fantastique. Je trouve qu'il apporte quelque chose que n'apporte pas McCollum. Il est certes moins fort en attaque, mais il apporte une sérénité, une défense. C'est un joueur complet. C'est un joueur qui est encore jeune en plus. Il a que 22 ans, donc en plus il peut représenter l'avenir. Ça peut être à l'avenir un des 6e hommes et un remplaçant intéressant derrière McCollum. Et pourquoi pas même prendre du temps de jeu. Il peut jouer en poste 3, donc non, franchement, j'aime beaucoup la saison de Gary Trent Jr. Je pense qu'il peut être dans la discussion du MIP parce qu'il est à 15 points cette année. Il était l'année dernière, attendez que je retrouve les stats, mais c'est ses meilleures stats en carrière. L'année dernière, il devait être à 8 points, à 9 points, donc c'est une belle évolution. Les pourcentages sont restés les mêmes, avec un petit peu plus de temps de jeu certes, mais il prend aussi plus de shoot, et donc franchement, chapeau à lui. Et pour finir, je vais parler de ma déception. C'est une semi-déception, mais on va retourner à Golden State. Johan en a un petit peu... Non, pardon, je sais plus lequel des deux. Je crois que c'est Johan qu'on a un peu parlé quand on parlait des Warriors tout à l'heure. Kelly Oubre. Voilà, Kelly Oubre qui est arrivé en grande pompe cette année à Golden State. On pouvait espérer mieux. Et son début de saison, mais c'était dégueulasse. C'était franchement horrible à voir. Dès qu'il prenait un shoot, c'était pas dedans. Après, Kelly Oubre n'a jamais été réputé pour sa défense, donc c'est pas ce qu'il apportait, mais
Mais ouais, dès qu'il prenait le ballon et dès qu'il shootait, bah, il les loupait. C'était vraiment, il avait des pourcentages dégueulasses. C'est un petit peu mieux depuis, mais il est quand même seulement à 32% à 3 points. Il est quand même à 15 points et demi, donc c'est pas horrible. Mais bon, quand t'as un joueur qui vient d'arriver dans une équipe, au bout de 2 mois, il est déjà dans des discussions de trade. C'est pas forcément bon signe. Donc on peut espérer qu'il se réveille et j'espère qu'il se réveille. Mais non, son début de saison, il n'est pas satisfaisant. Et même si c'est un peu réveillé, son tout début était vraiment trop dégueulasse pour cacher la misère, quoi. D'accord, merci Elliot. On termine avec toi Hugo. Donc il me semble que tu as choisi Lillard en top. On attend de voir tes autres choix. Ouais, ben, Damien Lillard, quoi. Faut le genre comment de. Moi, j'étais pas un fan de Damien Lillard au début, faut l'avouer. Le fait qu'il ait éliminé le Thunder sur un shoot hyper clutch, peut-être y a contribué. Mais là, depuis 2-3 saisons, mais le délire. Enfin, pas de McCollum, pas de problème pour lui. 30 points, 4 rebonds, 8 passes, des perfs à plus de 40 points, 50 points, mais sans problème. Il a sali toutes les lignes arrière de la ligue. À chaque fois qu'il y a un match de Lillard, le mec ne rate jamais rien. Puis je veux dire, à partir du moment où il y a 5 minutes à jouer, match à égalité, bon, ben Damien Lillard dit les gars, poussez-vous, filez-moi la balle et je finis le travail, quoi. Enfin voilà, il porte des Blazers quand même qui, je l'ai dit, il n'y a pas McCollum. Ouais, Elliot l'a dit, Gary Trent, je trouve qu'il fait du bon taf, mais là autour, bon, Melo aussi. Pas Zach Collins, pas Nurkic. Ouais, il y a beaucoup d'absents et quand même, il fait clairement une saison de MVP. Ils sont 5e de l'Ouest, mais à mon avis, ça va être compliqué pour lui le MVP. Mais s'ils étaient dans les 1, 2, 3 premiers de la conférence, il n'y aurait même pas de débat. Je veux dire, il est monumental, il est en feu total depuis 3 ans. C'est un bonheur de le voir jouer ce mec tous les soirs. Ensuite, la petite surprise d'Aaron Fox. Alors, bon, ok, ils jouent dans des Kings qui sont 13e de l'Ouest. Ils ont quand même fait un moment, je me souviens, ils avaient fait un beau run là. Il y a un petit mois, ils étaient bien placés, limite pour être dans les playoffs. Et Aaron Fox, quoi. Moi, j'adore ce genre de profil de meneur là, qui casse tout, qui court vite, qui dunk, qui sont super spectaculaires. Ça me rappelle un peu Westbrook à ses débuts. Juste quand même, il est en 25 points, 3 rebonds, 8 passes. Et au-delà des stats, je trouve qu'il a passé un vrai cap dans le jeu. C'est plus c'est plus là, le cyborg là, qui court vite, qui dunk, même si bien sûr il le fait pour toujours. Mais je trouve il s'est vraiment ouvert au collectif, il sait filer la balle. Il s'est donné des responsabilités à Buddy Hield, et Dieu sait que c'est pas non plus tous les jours facile de filer des responsabilités à Buddy Hield. Et ouais, vraiment, j'adore la saison d'Aaron Fox, et je pense que s'il continue comme ça, il peut progresser et un peu s'éloigner de ce carcan de joueurs juste à être une machine à highlight. Et ensuite, je vais finir sur Porzingis, qui moi me déçoit. Alors, il y a la production statistique est là, hein, il fait 20 points, 8 rebonds, mais je trouve qu'il n'est pas efficace. C'est pas le patron là, c'est pas un patron de raquette. Le mec, il fait quand même 2m21, j'ai regardé, il a jamais pris plus de 10 rebonds en carrière. Enfin, ce qui est assez fou, quoi. Le mec, normalement, il a pas besoin de sauter pour prendre les rebonds. Puis il est tout le temps blessé. Est-ce que je suis en train de me demander, est-ce que c'est lui vraiment le sidekick, le numéro 2, le bras droit de Luka Doncic pour viser haut? Alors c'est peut-être trop tôt pour le dire. Doncic, il a fait que 2-3 saisons, il va encore être plus fort. Porzingis aussi est jeune, mais vu comme c'est parti là, j'ai des doutes. Et je vois qu'il y avait des rumeurs de trade là récemment autour de lui. Ça m'étonne pas que Dallas soit dit on a peut-être fait une erreur. Merci Hugo. Donc c'est parti pour la dernière thématique de ce podcast. Messieurs, vous avez tous choisi un rookie à présenter. Donc on attaque avec Anthony Edwards, le joueur de 19 ans de Minnesota. Et donc c'est toujours toi Hugo qui nous en parle. Ouais, on parle du numéro 1 de la draft. Et Dieu sait que c'était pas facile comme ça d'arriver à tenir la réputation quand derrière on a un super Lamelo Ball là, qui fait des très belles choses du côté de Charlotte. J'en ai parlé la semaine dernière. Et Anthony Edwards qui, dans le marasme des Timberwolves, arrive quand même à sortir la tête de l'eau. 15 points, 4 bons, 3 passes. Bon, alors les pourcentages par contre sont très très crades, hein, je vous les épargne. Il n'y a rien au-dessus de 35%. Mais il fait des belles choses, il nous gratifie de quelques beaux dunks, il défend, il attaque, il est impactant, il est en vie quoi. Et puis voilà. Moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a au moins un joueur des Wolves qui arrive à jouer au basketball en ce moment. Donc c'est une première réussite au niveau pour le jeune américain. Drafté en premier l'année dernière, on rappelle. Il a sali Yuta Watanabe contre les Raptors, c'était dégueulasse. Il lui a dunké dessus violemment, c'était horrible, le dunk de l'année. Ah ouais. Johan, à toi, tu vas nous parler de Tyrese Haliburton, donc le jeune meneur de Sacramento, drafté en 12e position l'année dernière. Ouais, je parlais la semaine dernière de Emmanuel Quickly qui était drafté 15e, là 12e à Haliburton. C'est des franchises qui ne se sont pas trompées, qui ont fait une bonne draft. Parce que Tyrese Haliburton, mon Dieu, le mec est super fort.
Là, il vient d'être élu rookie du mois à l'Ouest, je crois. Et avec De'Aaron Fox, c'est clairement le meilleur joueur des Kings. Déjà, il est à 30 minutes. Pour un rookie, c'est énorme. 13 points de moyenne, 50% au tir, 40 à 3 points et 83 lancés. Donc le mec est presque en 40-90. Hein, s'il vous plaît, juste ça. Auquel il faut ajouter 3 rebonds et demi et 5 passes. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pour moi, c'est clairement un futur grand. Avec De'Aaron Fox, pour moi, ces deux-là, ils peuvent représenter l'avenir des Kings. Parce que bon, à un moment, il va bien falloir parler d'avenir aux Kings, parce que c'est bien de jouer tout le temps les 2 dernières places, mais bon, à un moment, il va falloir essayer de jouer au basketball. Chose qu'ils ont essayé de faire cette saison. Ça a été pas trop mal. Mais bon, la défense, bon, voilà, c'est Marvin Bagley. Et bon, ça ne rime pas avec des défenses, hein, je vous le dis. Et c'est trop peu pour espérer jouer même comme play-in. Mais avec Tyrese Haliburton, moi, j'y crois pour les futures années. Parce que il est serein, ce mec, il pue le basket, quoi. Genre, ça se voit. Et voilà, rien à redire. C'est seulement le 4e joueur des Kings dans l'histoire de la franchise à remporter plusieurs fois le titre de rookie du mois. Ça situe un peu le bonhomme. Voilà. En espérant ne pas me tromper sur lui. Ouais, je voulais rajouter juste là sur le côté sincérité, assurance. C'est vraiment ce qui se transpire de lui quand on le voit sur le parquet, quoi. Il a 19 ans, il est rookie aux Kings. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient écroulés, qui se seraient dit oh là là, je vais jamais y arriver et tout. Lui, il s'en fout, il prend des shoots, la limite du logo. Vraiment une assurance qui est belle à voir et peut-être un beau coup là, réalisé par les Kings. Pour une fois. Merci Yohan. Allez, on termine avec toi Elliot et tu vas encore nous parler de Golden State puisque tu as choisi le jeune pivot de 19 ans James Wiseman, drafté en très bonne position l'année dernière. Franchement, je fais pas exprès de parler de Golden State, mais il y a des belles choses à San Francisco cette année. Ouais, James Wiseman, 2e choix de la draft. J'étais super content quand les Warriors l'ont récupéré. Au niveau statistique, il a 11,8 points, 5,9 rebonds, surtout 51% au tir et 37% à 3 points pour un mec de 2m13, c'est vraiment pas mal. Et par contre, tout petit bémol, 63% seulement au lancer franc, donc il va falloir travailler là. Ouais, Wiseman, c'est un profil de joueur un peu particulier, c'est un profil de joueur qu'il y a peu en NBA. Une espèce d'un pogostique, un mec monté sur ressort, capable d'envoyer des dunks, de sauter très haut et capable de shoot à 3 points. Donc j'ai l'impression qu'on est en train, s'il monte encore ses pourcentages, d'avoir une espèce de licorne un peu à la Porzingis, en plus athlétique et en moins grand par contre. Et surtout ses stats, faut remettre ça dans le contexte, il est à seulement 21 minutes par match. Donc je vois que Steve Kerr essaie de le protéger et c'est tant mieux de pas trop user un mec aussi jeune et qu'il faut qu'il prenne de la viande parce qu'il est quand même assez fin et pour lutter contre des gros gabarits dans la peinture, va falloir qu'il prenne de la viande. Et juste pour finir sur les rookies, j'aimerais juste qu'on parle vite fait juste de notre Frenchie Théo Malédon au Thunder qui fait une super saison. C'est pas facile de jouer à Oklahoma City, je pense que c'est pas Hugo qui dira le contraire en ce moment. Mais il fait des belles choses, il a du temps de jeu et franchement il monte des beaux trucs, surtout pour un mec drafté au 2e tour. Ouais, pour revenir sur James Wiseman, tu le disais, ouais, c'est vrai que c'est un profil rare, un peu ce genre de rim runner, là, un peu à la Jarrett Allen, ce genre de profil là. C'est vrai que exactement. Ça peut être vraiment une plus-value pour les Warriors s'ils arrivent à le garder et le développer, quoi. C'est clair. Voilà messieurs, merci beaucoup. Ce point bilan de la conférence Ouest touche à sa fin. Alors merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis pour ce podcast en 2 épisodes. Retrouvez-nous sur les réseaux @lafineéquipe4. Bonne journée et à bientôt sur La Fine Équipe. Ciao. Salut Bastien, salut à tous. Salut les gars. Ciao.